éducative politique. La conscience de classe, telle qu'elle souhaitait le... Bon, c'est un discours qui peut paraître aujourd'hui un peu suranné, mais c'était le langage de l'époque. Hein. Il faut se remettre un peu dans les années 50. Donc on estime qu'il n'y a pas assez, la dimension conscience de classe n'est pas suffisamment développée. Mais ça n'empêche pas d'écrire donc tout ce qu'il est. Quant à Jean Sénac, qui partage un peu les mêmes orientations politiques que Liberté, il dit tout de même que lorsqu'il cerne l'âme berbère, Mouloud Mamri trouve des accents remarquables de pudeur et de densité, mais pour Jean Sénac, il considère que Mamri a écrit, alors je le cite, un livre de la bourgeoisie kabyle. Toutefois, il ne condamne pas ce livre, puisqu'il dit que Mouloud Mamri a réussi à nous émouvoir et ce n'est pas la moindre séduction de sa colline oubliée. Je me demande d'ailleurs jusqu'à quel point il n'a pas voulu aiguiser notre curiosité et, par sa retenue même, nous engager dans le vif d'un débat qui dépasse le cadre esthétique de son roman. Ça, c'est donc Jean Sénac qui l'a écrit. Dans une autre revue communiste, Sadr Hajaros, qui a été plus tard le dirigeant du Parti communiste algérien, j'en profite pour signaler que les gens qui ont critiqué la colline oubliée ont eu des postes politiques. Ce ne sont pas des critiques littéraires, simples critiques littéraires. Il y a eu donc Sadr Hajaros, il y a eu le secrétaire général du Parti communiste algérien également, Bachir Hajali, qui en parlera. Il y aura Ahmed Taleb qui organisera la campagne, mais qui deviendra ministre de l'Éducation nationale. Il y aura Mostafa Lashraf, qui également deviendra ministre de l'Éducation nationale. Il y aura Amrouz Gen, qui sera ministre de Mbella. Il y aura enfin Taha Hussein, qui deviendra ministre de l'Éducation nationale, mais en Égypte cette fois-ci. Donc c'est un roman qui a suscité la curiosité de bien des personnalités et qui ne sont pas anonymes. Et il y aura également, donc Assad Hajaros, lui, dit que d'aucuns... alors, c'est en fait, je dis Assad Hajaros, mais l'article est signé de Bernard Lafont. C'est Assad Hajaros qui m'a dit que c'était lui qui avait inspiré cet article, mais en fait, il l'a écrit en collaboration avec un journaliste de Progrès. Il a signé Bernard Lafont. Sadr Hajaros a évité de le signer lui-même parce qu'il tenait beaucoup de casseroles après l'affaire de 49, les berbéro-matérialistes comme on les appelait, donc il n'a pas voulu signer lui-même cet article. Voilà ce qu'il dit. D'aucuns ont pu penser que c'était là faire acte de régionalisme, de berbérisme, il répond aux attaques du jeune musulman dont on parlera tout à l'heure. Nous ne le croyons pas, car il suffit d'être allé une fois en Kabylie, d'avoir vécu la vie des montagnards de cette région pour vibrer avec Mamri. Et, alors là, c'est assez paradoxal, on l'a un peu oublié, mais je crois qu'il faut le rappeler. Donc la grande maison de Mohamed Dib, qui était souvent associée dans les critiques à la colline oubliée, est lui un roman plus politique, voire même d'une certaine façon, il a été jugé polémiste, et il a fait évidemment de la faim le thème central de son livre. Et alors, dans cette revue Le Progrès, voilà ce qu'il dit. J'étais étonné de lire ça dans cette revue donc, du Parti communiste algérien. Bien sûr, la fin du Petit Omar, bien sûr, la tente riche, bien sûr, les perquisitions policières sont valables. Disons nettement cependant que tout cela paraît un peu superficiel. On sent trop chez Dib que les personnages sont apprêtés. Si les rapports sociaux sont chez lui soumis à dessein une analyse beaucoup plus serrée, beaucoup plus politique, pour dire le mot, que chez Mamri, il y manque par contre cette chaleur humaine qui imprègne la colline oubliée. Donc, c'était un peu étonné de trouver cette préférence accordée à la colline oubliée dans une revue communiste, alors que Dib lui-même était membre de ce parti et collaborateur d'Algérie républicaine en particulier. Hajali, par la suite, parlera lui-même de ce roman, en saluant lui aussi le fait que la colline oubliée ait été couronnée par le prix des Katuri. Voilà ce qu'il dit. La colline oubliée de Mouloud Mamri a été couronnée, un fils authentique de l'Algérie obtient un grand prix littéraire, nous nous en réjouissons. Mais il formule évidemment des réserves. Pourquoi? Parce que ce prix
a été doté, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Mamri le refusera, d'un chèque qui est par le journal L'Écho d'Alger, et je suppose que tout le monde sait ce qu'est L'Écho d'Alger. Autant au niveau de la composition du jury, c'était des membres du jury donc, qui sont Goncourt, Interallié, etc., qui n'a rien à voir avec la colonisation, autant le prix lui-même et ce chèque, donc, et Mamri n'ira pas à la réception. D'ailleurs, dans le livre, je publie une photo qui est assez cocasse, parce qu'une photo, on parle de ce prix des 4 jurys, il manque juste le lauréat dans la photo. On voit tout le monde sauf le lauréat. Donc, parce que c'est le gouverneur d'Alger qui organise la réception, etc. Donc il a gardé son chèque pour lui. Par la suite, quelqu'un va se désolidariser de ces critiques du jeune musulman et qui est avec beaucoup de mérite, c'est Mahfouz Qaddash. Mahfouz Qaddash qui publie, qui est directeur du journal La Voix des Jeunes, qui est le journal des scouts musulmans. Donc il le fait encore avec beaucoup plus de mérite parce qu'il est, disons, organiquement lié a priori aux jeunes musulmans, qui est l'organe des jeunes de l'association des Ulama d'Algérie. Alors, je n'ai pas le temps de vous lire ce qu'on dit. Mahfouz Qaddash, c'est dommage parce que ça ne manque pas d'intérêt, sa position qui est très nuancée. C'est quelqu'un évidemment qui connaît Mamri. D'ailleurs, tous ceux qui l'ont critiqué et ceux qui l'ont le plus violemment attaqué, ce sont ceux qui l'ont connu personnellement. À commencer par Ouzgan, Mohamed Chérif Sahani qui l'a connu à Paris au moment où il faisait ses études au lycée Louis-le-Grand, Moustapha Lacharaf également, et ils se sont rencontrés dans l'association des étudiants musulmans. Quand ils rédigeaient les communiqués de cette association, souvent c'était le comité de rédaction. Alors Boussad Berichi dit qu'ils ont critiqué Mamri parce qu'ils étaient jaloux que Mamri écrivait mieux que les autres et que souvent c'était la version proposée par Mamri qui était retenue par le comité des étudiants et que ça les a vexés. Donc je ne crois pas du tout, enfin personnellement, je ne crois pas que qu'il faille chercher de ce côté l'explication. Il y a des raisons beaucoup plus fondamentales à la critique du jeune musulman. Alors, très rapidement, pour passer à ce qu'a écrit le jeune musulman, j'ai esquissé un peu l'ensemble des critiques. Je n'ai pas parlé de toutes les critiques. Hein. Il y en a eu de très importantes, mais bon, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Donc, venons-en maintenant aux jeunes musulmans. Alors, ce qu'il faut signaler à propos de ce jeune musulman, c'est d'abord sa ligne éditoriale. Ensuite, donc c'est le moment historique où cette critique intervient. Et enfin, c'est le parti pris de cette campagne. Le jeune musulman a programmé 3 articles à charge sans jamais essayer d'aller chercher un article qui donne un autre son de cloche. Ils ont quand même publié la réponse de Mamri, mais on va voir comment. Mais avant même, ils ne savaient pas que Mamri allait répondre à l'attaque de Sahli. L'article de Lacharaf était déjà prêt. Donc ils avaient programmé 3 articles, Ouzgan, Sahli, Lacharaf, avant même qu'ils sachent que Mamri allait répondre à l'article de Sahli. Alors donc cette critique qui arrive dans ces années 50, c'est le moment où la nation algérienne est en construction, ou bien comme dit Lacharaf, la nation qui s'élabore. La nation construction, c'est la formule de Maurice Thorez, dans son fameux discours qu'il a fait à Alger en 1939. Et je pense d'ailleurs que c'est ce discours qui a beaucoup inspiré Camus dans ses écrits sur la misère en Kabylie. Et Camus parle de peuple kabyle. Je pense que ce n'est pas étranger au discours de Thorez. Le discours de Thorez a eu un grand écho à l'époque en Algérie. Alors, donc, à cette époque, dans ces années 50, on est au lendemain de la guerre 45 qui a secoué évidemment toute la planète et en particulier l'Algérie, et on connaît tous l'impact politique de
de cette guerre sur la situation politique et le mouvement national algérien. L'idéologie dominante, c'était le marxisme, disons alternative à la politique coloniale. Dans le monde intellectuel, c'était le marxisme qui était à son apogée à ce moment-là, et le mouvement national qui est également en plein essor. Et dans le cas donc, de l'Algérie, le mouvement national est né au sein du Parti communiste algérien, donc il faut d'ailleurs rectifier, on en parlait tout à l'heure avec l'Étoile africaine, mais des ouvriers kabyles qui sont connus, et qui en 1921, à l'époque où Messali était à Tlemcen, il n'était même pas à Paris, ont participé au congrès anti-impérialiste de Moscou en 1921. Donc, et il s'agit en particulier de Sid Jilani qui se trouvera mêlé à la crise berbériste, et c'était un des victimes de cette crise. Voilà. Donc, ce qui explique que la connotation très à gauche du mouvement de l'Étoile nord-africaine, et tous avaient leur carte au Parti communiste français. Et ils feront adhérer, même Messali, quand il arrivera, ils en feront leur porte-parole, parce que selon Sid Jilani, ils étaient 17 d'une même commune kabyle, et ils voulaient libérer non pas seulement la Kabylie, ni même l'Algérie, mais toute l'Afrique du Nord, et qu'ils ne pouvaient pas faire ça entre Kabyles, donc ils ont ramené quelqu'un de l'extérieur, en l'occurrence Messali, pour le mettre à la tête. Cela ne remet pas en cause, évidemment, le travail qu'a fait Messali et son statut personnel. D'ailleurs, on lui a reproché beaucoup cette personnalisation de la fonction de leader, mais c'est un autre débat. En tout cas, c'était ça l'ambiance qui prédominait au sein de cette étoile nord-africaine, et il y aura un glissement vers le pan-arabisme lorsque Messali rencontrera Azam Pacha et Chekib Arslan dans ses déplacements à Genève, et c'est là où on verra progressivement le pan-arabisme s'installer au sein de l'idéologie nationaliste du mouvement national algérien, plus exactement PPA. Voilà. Et il faut dire que peut-être que ceci a été facilité par le fait que la gauche s'est éloignée du thème de l'indépendance. Le Parti communiste a lâché par la suite ce thème de l'indépendance, et donc ça a facilité ce basculement vers ce camp-là. Alors, dans cette crise nationaliste, il y avait une dimension identitaire aiguë que le mouvement communiste contestait, parce que pour le mouvement communiste, le moteur de l'histoire, c'est la lutte des classes. Le mouvement national ne peut pas être un élément central dans l'histoire. Donc c'était quelque chose de secondaire. Donc la priorité, c'était la révolution économique. Ils ne contestaient pas évidemment l'iniquité du système colonial, mais ils pensaient qu'ils allaient résoudre le problème par donc la révolution communiste. Par contre, il y aura un mouvement qui proposera une alternative, c'est la Nahda, le mouvement la Nahda, donc le réveil musulman, voire même arabo-islamique d'une certaine façon, et le fondateur de ce mouvement, c'est évidemment Djemal-Din Bachir et Mohamed Abdou. Oui. Djemal-Din Afrani. Oui, pardon, Djemal-Din Bachir, je mélange, Djemal-Din Afrani et Mohamed Abdou. Djemal-Din Bachir, c'est un prof d'arabe que j'ai connu à Vincennes, mais qui n'a rien à voir, le pauvre. Voilà. Bon, Djemal-Din Afrani. Djemal-Din Afrani est connu. Je recommande en particulier de lire ses polémiques avec Ernest Renan. Vous comprendrez le poids de ses idées. Il a été vraiment l'intellectuel fondateur de ce courant-là. Et c'est en fait à cette source que s'abreuveront Ben Badis, qui ira en Orient, et puis plus tard Cheikh Brahimi, le père de Mohamed Talib Brahimi précisément, et qui reviendront propager cette idéologie de la Nahda, donc ils resserviront, alors là vraiment sans filtre. D'ailleurs leur mouvement s'appelle la Nahda, les ulama, ils se revendiquent explicitement de cette Nahda, et cette association des ulama donc va diffuser cette idéologie. Et il y aura un groupe qui va proposer une alternative à tout ça, autour d'un jeune lycéen qui s'appelle Ali Laimesh, avec Wali Benaï, qui proposera une définition de l'Algérie qui s'inspire de l'histoire autochtone, sans chercher forcément des inspirations, qu'elles soient donc
dans l'idéologie colonialiste qui dit qu'en gros, l'Afrique du Nord est rattachée à l'Europe, on a eu un destin commun depuis l'Antiquité, etc. Il y a eu des thèses là-dessus, l'Eurafrique et tout ça, ou bien encore ce mouvement arabo-islamique qui vient d'Orient. Mais très vite, ce groupe va s'opposer à cette direction qui est complètement acquise à l'arabo-islamisme et ils vont être marginalisés. Et Ali Layamash va mourir très tôt, ce sera le premier militant nationaliste décédé au Maquis, il décédera en 1946. Et c'était malheureusement vraiment le théoricien, il est mort à l'âge de 21 ans, donc il n'a pas eu le temps d'aller très loin dans sa réflexion. Et ce mouvement donc va être réprimé par cette direction et ça donnera lieu à des bagarres à Paris, en région parisienne. Et ici, c'était dans la région lyonnaise, c'était Bachir Boumazek que j'ai interviewé, il m'a raconté que lui, tout Kabyle, qu'il était s'opposait aux autres Kabyles, et il a dirigé le mouvement légitimiste favorable à Msadi Haj pour permettre la reprise en main de la Fédération de France et écarter ces berbéros matérialistes. Alors, venons-en donc, voilà en gros le contexte dans lequel ces critiques vont être émises par le jeune musulman. Alors qu'est-ce que le jeune musulman? Si vous lisez l'éditorial du numéro 1 qui donne la ligne et qui a été écrit par quelqu'un qui n'est pas un anonyme là non plus, puisqu'il s'agit de Toufiq al-Madani qui va devenir ministre des Habous sous Ben Bella à l'indépendance. Voilà ce qu'il dit. Nous pouvons affirmer avec fierté, donc c'est dans le Jeune musulman du 6 juin 1952, le numéro 1, nous pouvons affirmer avec fierté et certitude que le colonialisme échouera dans ses tentatives criminelles. La patrie de nos ancêtres glorieux gardera à tout jamais son unité sous l'égide spirituelle de l'islam et dans le cadre de la culture arabe universelle. Et il dit que l'unité nationale ne pourra être régénérée qu'à la lumière de l'islam au moyen de la langue éternelle du Coran, ce sont ses formules, et puis il termine son éditorial en mettant en garde contre, je cite, une idée fabriquée de toutes pièces par le colonialisme et malheureusement entretenue avec soin par quelques personnes qui, de bonne ou de mauvaise foi, se trouvent être les meilleurs déchireurs de notre patrie. Je veux parler du pseudo-mouvement dit berbériste. Donc c'est dans l'éditorial du numéro 1 du Jeune musulman du 6 juin 1952. Et c'est cette revue-là qui va servir de creuset à la campagne qui a été menée contre la colline oubliée. Alors, le premier article va être écrit par Amr Özgen. Amr Özgen qui n'est pas du tout un anonyme. Amr Özgen qui a été le premier secrétaire du Parti communiste algérien, qui a été un ami d'Albert Camus. C'est lui qui lui organisera sa conférence en 1956, son appel à la trêve, quand Camus lancera son appel à Alger. Donc il était très proche de Camus, et mais il va être exclu du Parti communiste et se rapprocher, alors assez brusquement, d'ailleurs on ne comprend pas très bien comment il a pu passer à cette vitesse-là, du communisme au ulema. Il n'a pas pris le temps de souffler. Voilà, vraiment sans transition. Hein. Et il écrit, alors c'est quelqu'un qui est connu, hein, c'est un orateur très apprécié. Il va sillonner toute l'Algérie. Il va être interné au célèbre camp de Djenan Bourazq dans les années 40. Et c'est auréolé de tout ce passé-là qu'il va s'exprimer lorsqu'il écrit dans le Jeune musulman. Alors, on lui a assigné une mission, en tout cas j'ai lu tous les textes qu'il a écrits, c'est contre ce qu'il appelle le berbérisme. Il va se spécialiser là-dedans. Il écrit un article, le berbérisme, et puis, comme il se veut édifiant dès le titre, il sous-titre « Doctrine réactionnaire de division impérialiste ». Alors, et puis, il a écrit une série d'autres articles sous la manchette « Pourquoi le Djurdjura, la montagne de fer